Un des plus grands défenseurs de la France des invasions dans notre histoire est sans doute Charles Martel. De son temps, la France subit de nombreux raids suite à l'invasion de l'Espagne par l'Empire arabo-musulman. Certains pillent, violent, pratiquent l'esclavage, ce qui fait partie de la traite orientale d'ailleurs. Aujourd'hui, je vous propose de découvrir ou redécouvrir l'histoire de Charles Martel, le vainqueur de la bataille de Poitiers. Charles Martel est le fils de Pépin de Herstal et de sa deuxième femme Alpaïde. Dans l'historiographie ancienne, Charles était souvent perçu comme illégitime. Cependant, il est à noter que la polygamie est une pratique légitime chez les Francs à cette époque. On a peu d'informations sur sa jeunesse, c'est pour ça qu'il n'y a pas de date. Bref, faisons un point sur le contexte. Après le règne de Dagobert Ier, les mérovingiens cèdent progressivement le pouvoir aux maires de palais, des sortes d'intendants. Ils contrôlait les finances royales, était dispensé de patronage et accordait des terres et des privilèges au nom du roi. Le père de Charles en était un, et il réussit à unir le royaume des Francs en conquérant la Neustrie et la Bourgogne. Il fut le premier à se proclamer duc et prince des Francs, un titre repris plus tard par son fils. En 714, à la mort de Pépin de Herstal, son fils Charles fut désigné pour reprendre la charge de maire de palais qu'occupait le défunt. Ses demi-frères Dragon de Champagne et Grimoald II étaient eux aussi morts. Mais aux yeux de Plectrude, une femme de Pépin de Herstal, Charles n'a pas sa place et est illégitime. Elle fit donc tout pour l'écarter du pouvoir et préserver son petit-fils Théodebald, fils de Grimoald II, âgé de tout juste 6 ans. Elle fit donc enfermer Charles. Mais c'était sans compter l'opinion des différentes provinces du royaume, qui n'acceptèrent pas de voir une femme les diriger. Les révoltes commencèrent alors à éclater, d'abord en Neustrie en 715, lorsque Rainfroid, maire de palais de Neustrie, battit l'armée de Plectrude en forêt de Cuise et mena ses troupes aux abords de la Meuse. Ce fut ensuite le peuple du nord de l'Italie qui se souleva et se rallia à la Neustrie. Puis ce fut au tour des Saxons et des Austrasiens. C'est à ce moment-là que Charles parvient à s'échapper, en 715, et à prendre la tête des révoltés d'Austrasie. Il dut tout d'abord affronter les Neustriens de Chilpéric II et de Rainfroid. Après 2 victoires, il les repoussa jusqu'à Paris. Puis il se dirigea vers Cologne, que Plectrude avait choisi pour s'installer avec son petit-fils. Celle-ci n'eut d'autre option que de reconnaître sa défaite, de livrer la mairie d'Austrasie à Charles. Aussitôt au pouvoir, Charles opéra de grands changements dans son entourage, installant sur le trône d'Austrasie Clotaire IV et renvoyant Rigobert, évêque de Reims et favorable à Plectrude. Petit à petit, il essaya de reprendre le contrôle de tout le royaume franc, mais il dut à nouveau affronter la Neustrie. Il réussit à vaincre Rainfroid, qui s'était pourtant allié avec le duc Eudes d'Aquitaine et de Vasconie. Le 14 octobre 719, il remporta sur eux une victoire à Néry, ville proche de Soissons, puis une autre à Orléans. Il entreprit également de repousser la frontière de l'est du royaume. De 720 à 738, il conquit ainsi ce qui est l'Autriche et le sud de l'Allemagne. À partir de 720, il conquiert une partie de la Frise occidentale. En 734, à la bataille de la Boarne, les Frisons, commandés par le roi Popo, furent définitivement mis en défaite puis christianisés par les Francs, qui conquièrent la partie occidentale des Pays-Bas jusqu'à Louvaire. À la mort de Clotaire en 719, il fut tout de même obligé de remettre sur le trône Chilpéric II, mais celui-ci mourut en 721. Charles appela alors le fils de Dagobert III, Thierry IV, retiré à l'abbaye de Chelles et l'installa sur le trône. En 732, lors de la bataille de Poitiers, il affronta les armées omeyyades du gouverneur d'Al-Andalus, l'émir Abd-al-Rahman. En effet, depuis 711, les troupes musulmanes avaient conquis la majeure partie de la péninsule ibérique et poursuivaient progressivement leur avancée vers le nord, au-delà des Pyrénées, si bien qu'à partir de 725, ayant déjà conquis la Septimanie, ils s'emparèrent de la vallée du Rhône, mirent à sac la ville d'Autun le 22 août 725 et assiégèrent sans succès la ville de Sens, en territoire franc. À la suite de l'intervention du duc d'Aquitaine et de Vasconie, Eudes, qui les arrêta une première fois à Toulouse en 721, les premières tentatives furent repoussées. Fort de sa victoire, le duc d'Aquitaine voulut prévenir le retour des troupes musulmanes venues de la péninsule ibérique en s'alliant à Munuza, gouverneur musulman de la Septimanie. Munuza était en révolte contre ses coreligionnaires d'Al-Andalus. Eudes lui arrangea son mariage avec sa fille, mais Munuza fut tué en affrontant le gouverneur d'Al-Andalus Abd-al-Rahman, qui, dans la foulée, lança une expédition punitive contre les Vascons. Il engagea donc en 732 une double offensive au sud de l'Aquitaine, du côté de la Vasconie et dans la vallée du Rhône. Cette fois, le duc Eudes ne put les arrêter seul et demanda à Charles de venir à son aide. Le 19 octobre 732, les armées de Charles et du duc réunies faisaient face à la razzia à Mousset, sur l'actuelle commune de Vouneuil-sur-Vienne, au sud de Châtellerault. Charles fit tout
pour éviter l'affrontement, mais encouragea le pillage aux alentours, ce qui eut pour double effet de saturer de butin les Sarrasins et de les rendre moins mobiles. Après 6 jours d'observation, la bataille s'engagea le 25 octobre et fut assez brève. Charles tua le chef Abdelrahman, ce qui décida les troupes sarrasines à prendre le chemin du retour. Selon d'autres sources, Abdelrahman n'aurait pas été tué à la bataille de Poitiers, mais aurait simplement reflué ses bases arrière de Narbonne. Poursuivi par les troupes franques de Charles Martel, il aurait été tué et son armée exterminée à Loucha, au pied de la falaise du Sangou, à proximité du village actuel de Martel, dans le Lot, en 733. Selon certains écrivains, c'est à la suite de cette victoire que Charles fut nommé Martel, ce qui signifie marteau en ancien français et en occitan, puisqu'il avait violemment écrasé les troupes musulmanes tel un marteau. D'ailleurs, le marteau d'armes était aussi une arme de combat. Bref, en tout état de cause, il est certain que ce surnom ait frappé les esprits, ce qui a contribué à la création du mythe de Charles Martel. Les troupes musulmanes ne sont pas pour autant battues sur tous les fronts. Elles prennent Avignon et Arles en 735, puis attaquent la Bourgogne. Beaucoup de seigneurs bourguignons et provençaux, dont le duc Morand, pactisent alors avec les musulmans. Mais Charles Martel parvient à les refouler dans le sud de la vallée du Rhône en 736. La province s'était déjà soulevée contre son autorité en 714 et 716. En 737, Charles Martel reprend Avignon avec son frère Childebrand, mais n'arrive pas à faire de même avec Narbonne. Il remporte une importante victoire, qui est la bataille de Berre, près de l'étang de Bage-Sigean, à l'embouchure de la rivière Berre dans l'Aude, contre les troupes musulmanes d'Espagne d'Omar Ben Chald. Cette victoire permet d'arrêter les incursions musulmanes dans le sud de la France et de réduire la présence musulmane à Narbonne et dans certaines forteresses de Provence. En 739, il s'allie à Liutprand, roi des Lombards, pour reprendre la Provence. Tous ceux qui avaient alors collaboré avec les Sarrasins sont châtiés et leurs biens donnés aux guerriers francs. Les musulmans ne possèdent alors plus que Narbonne, qui sera prise en 759 par Pépin le Bref. Ces batailles ont grandement contribué à unifier le royaume franc autour de Charles Martel. Le triomphe de Poitiers acheva de faire de Charles Martel le maître du royaume. Il en profita pour lui donner une solide organisation militaire composée de plusieurs réformes. Jusqu'à lui, l'armée ne s'était composée que des hommes libres, levés dans les comtés en temps de guerre uniquement. C'est une simple milice de fantassins, s'équipant à leurs frais, difficile à réunir, lente dans ses mouvements. Après Poitiers, Charles se résolut de créer, à l'exemple des Arabes, une cavalerie qui put se porter rapidement au devant de l'ennemi et remplacer l'avantage du nombre par celui de la mobilité. Une telle nouveauté supposait une transformation radicale des usages antérieurs. Il ne pouvait imposer aux hommes libres ni l'entretien d'un cheval de guerre, ni l'acquisition de coûteux équipements de cavaliers, ni le long et difficile apprentissage du combat à cheval. Pour atteindre ce but, il fallait, en tout état de cause, créer une classe de guerriers possédant les ressources correspondant au rôle qu'on attendait d'eux. Une large distribution de terres fut faite aux vassaux les plus robustes du maire de palais, qui n'hésita pas à séculariser à cette fin bon nombre de biens d'église. Chaque homme d'armes gratifié d'une tenure ou, pour employer le terme technique, d'un bénéfice, fut tenu d'y élever un cheval de guerre et de fournir le service militaire à toute réquisition. Un serment de fidélité renforça encore ses obligations. C'est tout simplement la fondation de l'armée régulière. Le vassal, qui n'était au départ qu'un serviteur, devient un soldat dont l'existence fut assurée par les possessions d'un lapin de terre. L'institution se répandit très rapidement dans tout le royaume. Les immenses domaines de l'aristocratie permettaient à chacun de ses membres de se constituer une troupe de cavaliers, et ils n'y manquèrent pas. Le nom primitif de bénéfice disparut un peu plus tard, remplacé par celui de fief. Mais l'organisation féodale elle-même, pour l'essentiel, se trouvait dans les mesures de Charles Martel. Ce fut la plus grande réforme militaire que l'Europe ait connue avant l'apparition des armées permanentes. Elle devait d'ailleurs exercer une répercussion profonde sur la société et sur l'État. Dans le fond, elle n'était qu'une adaptation de l'armée à une époque où le grand domaine dominait toute la vie économique. Et elle eut pour conséquence de donner à l'aristocratie foncière la puissance militaire avec la puissance politique. La vieille armée des hommes libres ne disparut pas, mais elle ne constitua plus qu'une réserve à laquelle on recourut de moins en moins. À la mort de Thierry IV, en 737, Charles, fort de son très grand pouvoir, décida de ne pas lui choisir de successeur. Le rôle des monarques mérovingiens était devenu totalement insignifiant. Il prit donc réellement le pouvoir du royaume franc, et régna ainsi en toute illégalité jusqu'à sa mort. Son pouvoir marque les prémices de la lignée carolingienne, confirmée
par le sacre de Pépin le Bref en 754. En octobre 741, Charles Martel décède et repose dans la basilique Saint-Denis. Il cède le royaume à ses deux fils, Carloman et Pépin le Bref. Charles Martel était quand même un roi exceptionnel. Il a repoussé l'invasion arabo-musulmane, entrepris de grandes réformes, notamment militaires et féodales, et a reconquis de grands territoires afin de rétablir l'autorité du royaume franc. Un grand homme. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker si elle vous a plu et à vous abonner pour en avoir d'autres.